Géopolitique, alliance des États du Sahel, la fin du G5 Sahel, nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont désormais réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. Les trois régimes issus justement de la prise de pouvoir par des militaires patriotes entendent fonder une architecture de défense commune en cas d'agression de l'une des parties prenantes. Certains contours demeurent encore à faire grandir et surtout à trouver des solutions, mais la naissance constitue un changement géopolitique dans la sous-région. Par la présente charge dénommée charte du Liptako-Gourma, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance du Sahel. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Par ces mots prononcés samedi 16 septembre dernier à Bamako, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a entériné ce projet en gestation depuis plusieurs semaines. Eh bien, les nouvelles autorités maliennes, burkinabées et nigériennes ont finalement créé l'Alliance des États du Sahel. Eh bien, l'entité vise à organiser un système de défense collective et d'assistance mutuelle. Elle sonne comme une réponse directe à la menace d'une intervention militaire brandie par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO au Niger, après justement les événements du 26 juillet dernier. Les jours suivants, Bamako et Ouagadougou avaient rapidement donné le ton. Toute tentative de rétablir Manu Militari, le président nigérien déchu Mohamed Bazoum, s'assimilerait à une déclaration de guerre à leur encontre et entraînerait leur retrait de la CEDEAO. Désormais, les parties prenantes à l'AES se réservent le droit de l'emploi de la force armée si elles le jugent nécessaire. Il faut le dire également, les autorités formalisent ainsi leur position de principe. Cela revient à dire « nous sommes sérieux, ce n'était pas du bavardage », commente d'ailleurs un journaliste et expert du Sahel. Eh bien, ces trois pays sont dans le processus de donner une base légale de défense mutuelle. Ça également abonde plusieurs autres, on va le dire comme ça, personnes dans le sens. La charte de Liptako-Gourma, référence de la zone dite des trois frontières, où se concentre la menace djihadiste, dénombre 17 articles. Ceux-ci couvrent différents champs d'application. Sur le papier, l'article 4 comporte des accords de lutte contre le terrorisme, mais ces modalités de fonctionnement restent encore à définir. Demain, en principe, si ces pays en ont les moyens, le Mali peut se retrouver au Burkina Faso et le Burkina Faso dans un autre pays pour lutter contre le terrorisme. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore aujourd'hui. Géopolitique, alliance des États du Sahel, la fin du G5 Sahel. Nous nous interrogeons pour répondre à nos questions. Nous sommes avec Albert Anatole ici, les directeurs de publication du journal Le Cactus et journaliste d'investigation. Albert Anatole ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Gislongo. Je dis bonjour aux Africains. Je dis spécialement un salut particulier ce matin à la diaspora africaine. Cette diaspora africaine qui soutient notre combat, qui le relaie et qui le porte à sa façon, à sa manière. Je dis bonjour à tous ces révolutionnaires qui ont compris que sans la libération de l'Afrique, les autres peuples ne seront jamais libres. Et c'est tout à notre honneur, M. Steve Longo, n'ayons pas le triomphe modeste de constater que notre combat est repris par quelquefois des personnes impensables, notamment du côté de l'Europe. Vous avez une grande communauté européenne, je ne dis pas d'Européens d'origine, oui, qui reprennent à leur compte notre combat. Parce que finalement, ils sont victimes du même système de prédation, du même système de menteurs, de mensonges, de manipulation, de désinformation. Comme je le dis, avant mon coup de gueule, je voudrais une fois de plus demander à nos téléspectateurs de soutenir Panafricaniste TV. Aucun combat, aucune révolution ne peut être sérieuse, ne peut s'inscrire dans la durée sans le nerf de la guerre. Et nous en avons besoin, même dans les premières années des luttes de libération de notre continent portées par nos prédécesseurs, par nos dévanciers, nos pères, nos patriarches, on avait toujours besoin justement du nerf de la guerre, parce que sans le nerf de la guerre,
aucune œuvre ne peut être pérenne. Donc, nous avons besoin de votre soutien. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent nous apporter leur soutien, justement, j'ai envie de dire, en nature. Je crois que vous leur direz comment procéder. Pour ceux qui peuvent apporter leur soutien financier, vous avez PayPal et Tipeee. Ça vous retrouvez cela, n'est-ce pas, sur le compte Facebook et sur les différentes plateformes des Panafricanistes TV. Dans tous les cas, nous avons besoin de votre soutien parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre actuellement pour que nous puissions être encore visibles dans les ménages. Comme je l'ai dit, je voudrais maintenant amorcer par mon coup de gueule. C'est Sarkozy qui le dit. Je crois que ça fait l'objet d'une thématique. J'ai le sentiment que les Français, j'ai envie de dire l'oligarchie française, a un problème avec les ventres des femmes africaines. Oui. Après avoir prétendu à Dakar, je crois que c'était en 2015, que les Africains ne sont pas suffisamment entrés dans l'histoire, ils remettent ça, n'est-ce pas, le criminel Sarkozy, pour prétendre que le dérèglement climatique est le fait de la démographie des femmes noires africaines. C'est-à-dire que parce que les femmes noires, parce que les femmes africaines accouchent beaucoup, eh bien, c'est pour ça qu'on a eu les cataclysmes, on a les tempêtes, on a les mariniers de gauche à droite, on a, n'est-ce pas, des effondrements des immeubles de ce côté-là, qu'on a les feux de brousse en Europe parce que les femmes africaines accouchent beaucoup. Je crois que ces gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils commencent à marcher par la tête et non pas les pieds. Nous comprenons pourquoi est-ce que leur politique africaine est désastreuse. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatole, ici. Nous parlons justement de géopolitique ce matin avec l'Alliance des États du Sahel, la fin du G5 Sahel. Quelle est notre grande interrogation? Eh bien, Albert Anatole, ici, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont désormais réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel. Une bonne nouvelle qui nous vient justement de ces pays-là. Une très très bonne nouvelle, Monsieur Steve Zelongos. Ça traduit quoi? Ça traduit que notre combat est noble et que certainement par la grâce de Dieu, du vrai Dieu, nous verrons s'accomplir l'idéal. C'est une partie de l'idéal de notre combat, de notre vivant. Et il s'agit là de la manifestation de cet idéal, c'est-à-dire la mise en commun, n'est-ce pas, des dynamiques pour une Afrique, n'est-ce pas, souveraine, libre, indépendante et décomplexée. Je pense là, il s'agit là de 3 États qui font notre fierté, qui font la fierté, n'est-ce pas, du peuple africain, des peuples africains. C'est-à-dire penser qu'il faut résoudre des problèmes africains avec des solutions africaines. Ces gens qui viennent de l'extérieur avec leur racaille sous les oripeaux d'armées de libération ne sont ni plus ni moins que des mercenaires qui constituent des armées d'occupation, des forces d'occupation sur nos territoires. Parce que la contrepartie est douloureuse. C'est-à-dire, ça vise toujours nos matières premières, ça vise notre indépendance, notre liberté, notre souveraineté, et ça vise surtout le développement économique et politique de nos pays. Donc, je pense que ce qui s'est passé la semaine dernière doit absolument nous rendre fiers d'être Africains. Maintenant, pour revenir à la thématique, est-ce que la mise en place de cette alliance des États, n'est-ce pas, du Sahel, au travers de la signature de la charte libre du Litako Gourma, va consacrer, n'est-ce pas, la mort du G4 Sahel? Bien évidemment, le G4 Sahel, ça n'existe plus, parce qu'il y avait 5 États qui constituaient ces machins-là, qui est contrôlé par Macron. Eh bien, désormais, c'est G2 Sahel, et je crois que désormais, la messe est dite. Je voudrais quand même vous rappeler que le G4 Sahel constituait une sorte de rampe géopolitique de Macron pour continuer à justifier la présence de ces mercenaires au Sahel. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison de pouvoir, n'est-ce pas, justifier la présence de ces mercenaires, que ce soit du côté, n'est-ce pas, du Niger, du Tchad, que nous souhaitons la mobilisation dans ce machin-là, dont nous souhaitons la mobilisation dans ce machin que vous appelez G4, G2 Sahel, eh bien, il ne reste plus que justement le Tchad,
et la Mauritanie dans cette affaire. Le Niger, le Burkina Faso, le Mali ont quitté le bateau. Désormais, il faut prendre les choses en main. Alors, la Mauritanie faisait les pieds et les mains, avec le soutien, justement, effectivement, de Bazoum, qui envoyait des flèches de manière régulière aux autorités de transition maliennes. Il souhaitait donc justement renforcer ce machin-là en faisant les yeux doux au Mali. Mais aujourd'hui, je crois que la réponse la plus cinglante est celle qui nous a été donnée par les patriotes du Niger, du Burkina Faso et du Mali la semaine passée, c'est-à-dire la mise ensemble, si vous voulez, la mise ensemble, n'est-ce pas, de leurs efforts pour lutter non seulement dans le cadre d'une mutualisation des forces, si vous voulez, dans le cadre d'une convergence de forces, pour lutter à la fois contre le terrorisme, qui était le leitmotiv de la création du G5 Sahel, qui a été larbinisé par Macron, mais en plus, la convergence de forces en cas d'agression militaire, en cas d'agression armée. Parce que, souvenez-vous, lorsque les patriotes des révolutionnaires du Niger ont pris la responsabilité de débarquer le Vassal, qui était de ce côté-là, et pas de Bazoum, eh bien, la CEDEAO et Macron ont pris l'initiative de vouloir engager une guerre contre le Niger. Vous avez suivi, n'est-ce pas, la sortie, n'est-ce pas, du Mali et du Burkina Faso, qui ont estimé qu'en cas d'agression du Niger, cette intervention sera considérée comme une agression de leur pays. Et je crois que ça a été acté désormais. Ça veut donc dire que désormais, ils vont reculer dans leur projet d'agression contre le Niger. Aujourd'hui, Macron va comprendre que si le Niger est attaqué, que ce soit par la CEDEAO dont Titi les ficelles, que ce soit par Sarakaï qui est basé du côté de l'aéroport de Niamey, la réponse sera on ne peut plus brutale, violente et rapide pour reprendre son narratif. La réponse sera là. C'est-à-dire, ce sera la déflagration, comme j'ai l'habitude de dire, pas seulement du côté du Sahel, partout où se trouveront les intérêts français. Nous assumons ce que nous avons, et ce message a été répercuté par d'autres panafricains. C'est-à-dire qu'en cas d'agression du Niger par les vassaux d'Abidjan, de Dakar, n'est-ce pas, du Bénin, du Nigeria ou alors du Ghana, eh bien, la situation sera incontrôlable. Pas seulement en territoire sur le sol africain, mais même en territoire français. Et on attend juste qu'un coup de feu sortir du côté du Niger. Et je pense que les services secrets français le savent, ils sont même très bien informés de ce qu'il y a un risque d'attentat terroriste actuellement du côté de Paris. Ils le savent. Ils le savent. Donc, je pense qu'il s'agit là d'une nouvelle qui nous rend fiers d'être africains. Oui. C'est-à-dire que finalement, nos problèmes, nous devons les résoudre par nous-mêmes et non pas des solutions sulfureuses qui nous viennent d'ailleurs et qui, en réalité, sont le véritable problème. Peut-on dire réellement que le terrorisme existe même dans le Sahel, Albert Anatole, ici? Dans tous les cas, pour reprendre le narratif des autres, ils disent qu'il y a les terroristes de ce côté-là, mais nous savons qu'il y a des groupes armés qui sont financés par eux, entraînés par eux, dans le contexte du Sahel, par exemple. Vous avez des groupes armés qui sont financés, équipés par Paris, par les Américains, qui sont les théoriciens du terrorisme, qui est un concept, soit dit en passant. Donc, je pense que les groupes armés, c'est une réalité, comme c'est une réalité du côté du Grand Lac, de la région du Grand Lac ou bien du Golfe de Guinée. Des groupes armés qui sont financés par eux. Pourquoi? Parce que vous avez, dans nos pays, des individus malléables, il est très très souvent, qui cherchent le gain facile et qui sont engagés dans les entreprises, j'ai envie de dire, de guerre, pour donner justement la latitude aux ennemis, non seulement de davantage piller nos pays, mais surtout davantage de les contrôler. Aujourd'hui, la plupart des pays de l'espace francophone sont confrontés à des groupes armés. Pourquoi? Parce que justement, Paris et ses amis vont continuer à justifier leur présence militaire, politique et leur ingérence par le fait de l'insécurité. Donc, je pense que c'est une réalité
Le terrorisme, c'est un concept. Les groupes armés, c'est une réalité. Donc, il faut donc, de notre point de vue, mutualiser les efforts comme ça vient d'être fait du côté du Sahel avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans le contexte de la lutte contre Boko Haram, il y a eu des approches similaires qui ont eu des résultats concluants, notamment la synergie entre le Tchad et le Cameroun, et accessoirement avec le Nigeria, qui a la prétention d'aller faire la guerre au Niger, alors qu'il n'est pas capable de lutter contre le Boko Haram, qui a un ancrage très sérieux sur son territoire. Donc, il y a eu donc justement des approches similaires avec le Tchad, et bien, Boko Haram a reculé. Parce qu'il y a eu ce qu'ils appellent les droits de poursuite des deux côtés, entre les deux pays, c'est-à-dire si les éléments de Boko Haram s'engageaient à attaquer le Tchad, oui. S'ils étaient poursuivis du côté tchadien et qu'ils voulaient entrer en territoire camerounais, l'armée tchadienne avait le droit de poursuite, avait la possibilité de les poursuivre jusqu'en territoire camerounais et vice-versa. Donc, c'est la même situation c'est la même réalité que nous allons vivre du côté, justement, du côté du Sahel, au travers ces pays qui nous rendent fiers. L'Itaoutou Gourna, vous l'avez dit, c'est la zone des trois frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, où, justement, l'armée française avait le prétexte de pouvoir mener ces guerres contre le terrorisme, une guerre qu'elle ne menait jamais du tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va véritablement entrer dans cette forêt, parce qu'il s'agit d'une forêt, d'une zone forestière. Il va falloir véritablement que ces deux armées entrent dans la forêt pour prendre en étau toutes ces bandes criminelles qui sèment le chaos et la désolation parmi la population civile. Est-ce la fin, on va le dire, des terroristes et surtout du G5 Sahel, si jamais il existe encore ce G5 Sahel? Ils vont toujours vous en fabriquer des terroristes parce que ça les arrange de continuer à maintenir, n'est-ce pas, le monde dans l'insécurité. Maintenant, le G5 Sahel a déjà, après la sortie du Mali, c'était plus G5 Sahel, c'était plus G5, c'était G4. Maintenant, avec la sortie du Burkina Faso, la sortie du Niger, c'est resté G2. Donc, ça va mourir de sa belle mort. Mais non seulement le G2, ça va mourir de sa belle mort, mais également cette coalition, cette fédération, si vous voulez, cette fédération qui est en train d'être mise en place par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, va fragiliser l'arrogance de la CEDEAO, c'est flou dire. Ça va fragiliser l'arrogance de la CEDEAO qui est contrôlée par Paris, financée par Paris. Donc, ça va avoir un impact géopolitique négatif au niveau même de la structuration de la CEDEAO. Donc, il n'est pas exclu que ces trois pays sortent de cette communauté. Ils ont justement dit dans cette déclaration que dans le cas où le Niger était attaqué, eh bien ces pays vont sortir carrément de la CEDEAO. Bien évidemment, et ils ne seront pas les seuls. Ils ne seront pas les seuls. Il y a le Togo qui n'a pas rejoint le groupe des Vatangais, c'est-à-dire le groupe des amis de Bazoum, Alassane Dama Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon et les autres. Donc, il y a d'autres pays. Vous savez que la CEDEAO, c'est quand même 15 pays, 15 membres fondateurs. Sur les 15 membres fondateurs, vous en avez qui sont les mauvais garçons, c'est-à-dire la Guinée-Conakry. Vous avez le Niger, le Burkina Faso, le Mali. C'est resté 11. Maintenant, dans le contexte de la crise au Niger, vous en avez 4 qui ont décidé de faire leur guerre contre le Niger, mais il y en a, n'est-ce pas, 7 qui sont restés en retrait, qui ne sont même pas exprimés. Ça veut dire tout simplement qu'ils ne partagent pas, justement, le projet d'intervention, bien d'agression du Niger. Donc, alors, si, d'aventure, le Niger est agressé, ça va désarticuler, ça va porter un coup fatal à la CEDEAO. Et ce sera une réalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette fédération qui est en train d'être mise en place est en train de se rapprocher, de ces projets que portait Kwame Nkrumah, c'est un projet politique, bien évidemment, que portait Kwame Nkrumah lorsqu'il demandait l'unité politique du continent africain au travers de la création d'une fédération. Est-ce que du côté du Bénin, actuellement, Patrice Talon entend les cris et surtout la demande du peuple? Vous savez, Talon, c'était un arrogant.
à l'image de Macron, c'était un culte politique. Il faut le dire, ce n'est pas une insulte, c'était un constat. C'est-à-dire, c'était un culte politique. La légitimité est conférée par qui? La légitimité d'un pouvoir est conférée par le peuple. Et il me semble que le peuple béninois n'est pas d'accord avec ces projets d'invasion ou d'agression du Niger. Il n'est pas en train d'écouter. Et vous savez, ces gens qui nous gouvernent, ils n'écoutent pas. La plupart n'écoutent pas. Ils n'écoutent que leurs intérêts. Ils écoutent les fanfaronnades de leurs amis, à l'instar de Macron, qui est également un culte politique. J'ai envie de dire une catastrophe intellectuelle. Et alors, talons, n'écoutons pas le peuple béninois qui ne veut pas de cette guerre, de cette agression contre le Niger. Mais sache que, il faut quand même, il faut le savoir, il faut le rappeler. Donc, et c'est ce qu'il va lui advenir si d'aventure il continue non pas à écouter la voix de son peuple, mais plutôt à écouter la voix de son maître, Macron. C'est une réalité. Quel que soit du point de vue de la population civile béninoise, que ce soit même au sein de son armée, vous avez une partie de l'armée béninoise qui n'est pas tout à fait d'accord de ce projet d'annexion ou d'agression du Niger, au motif qu'il faut aller sauver, n'est-ce pas, un traître, un vassal, un larbin qui s'appelle Bazoum. Mais Bazoum est le fruit d'un coup d'État, à la fois constitutionnel et à la fois militaire. Beaucoup ne le disent pas. Et on vous font croire que Bazoum, il a été démocratiquement élu. Mais Bazoum, on sait ce qui s'est passé avant lors de la campagne présidentielle de 2020, si j'ai bonne mémoire. C'est-à-dire le véritable challenger de Bazoum a été forcé de quitter, de se mettre de côté, oui, au profit justement de faire valoir, c'est-à-dire un peu comme ça se passe du côté du Sénégal, où vous avez quelqu'un, ou bien de la Côte d'Ivoire, où vous avez quelqu'un qui choisit ses opposants, ses adversaires politiques. C'est la même chose qui s'est passé du côté du Niger. Donc, on essaie de nous faire croire que Bazoum a été démocratiquement élu. Celui qui est du côté de l'Ukraine a été démocratiquement élu? Allez savoir. Il dit tout, je réponds. Zelensky n'a pas été démocratiquement élu. Zelensky est le fruit de la révolte de la révolution de Maïdan. Maïdan qui a été la révolution de Maïdan qui a consacré, qui a perpétué un coup d'État, qui a mis de côté Yanukovych, qui était l'ancien président. Yanukovych, oui. Yanukovych qui a été l'ancien président de l'Ukraine, qui a été déchu par les Américains. Il faut qu'ils vous le disent que Zelensky est le fruit d'un coup d'État. Zelensky est le fruit d'un coup d'État. Donc, il faut qu'il cesse de vous raconter n'importe quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour revenir à la thématique, M. Steve Zilongoz, nous pensons qu'aujourd'hui, la libération de l'Afrique est à marge. C'est une fierté. Il est important aujourd'hui que le rêve que portaient nos dévanciers panafricanistes se réalise, c'est-à-dire l'unité politique de l'Afrique. Et c'est l'unité politique de l'Afrique qui va consacrer à la fois sa libération et la souveraineté souhaitée. Merci à vous, Albert Anatola, ici d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.